Bien le bonsoir et bienvenue à la Cinémathèque Suisse. Bonsoir et bienvenue au Capitole pour cette soirée spéciale et la projection des 2 premiers épisodes de The Deal, série réalisée et co-créée par Jean-Stéphane Bron. Malheureusement, il n'est pas encore avec nous ce soir, mais il nous rejoindra dans la soirée. Ne vous inquiétez pas, il sera là pour la session de questions-réponses à l'issue de la projection des 2 derniers épisodes. Vous êtes parmi les premiers spectateurs et spectatrices à découvrir cette série sur grand écran. Il y a quelques semaines, la série était montrée sur la magnifique Piazza Grande au Festival de Locarno. C'était se faire une des premières fois où une série avait le droit en fait, à ce traitement de luxe. C'est dire à quel point la série est de qualité, comme vous allez le voir. Et peut-être que vous l'avez noté, si vous êtes des fidèles spectatrices et spectateurs de la Cinémathèque Suisse, nous aussi, nous présentons de plus en plus régulièrement des séries sur l'écran du Capitole. D'une part parce qu'on n'aime pas trop cette réflexion que les séries sont des produits de moins bonne qualité que les films. C'est vraiment une réflexion surannée qu'on essaie de déconstruire, et on le sait depuis maintenant de nombreuses décennies que ce n'est pas vraiment le cas du tout. Mais aussi parce que le milieu audiovisuel de la télévision concentre beaucoup de talents, comme c'est le cas avec The Deal. Peut-être que l'année passée, vous avez vu notamment Top of the Lake de Jane Campion, qui avait été montré dans sa rétrospective en septembre-octobre, et puis Winter Palace de Pierre Monard, présenté ici même en novembre. The Deal, c'est la première série de fiction de son auteur, donc Jean-Stéphane Bron, qui est un auteur très connu pour son travail documentaire et qui ici poursuit quelque part son travail dans la fiction avec cet intérêt toujours de déconstruire l'outillage et le fonctionnement de la politique, ici sur la diplomatie internationale. Un projet extrêmement ambitieux puisque c'est un projet qui mélange beaucoup de pays de coproduction, la Suisse bien évidemment, avec Bande à part et la RTS, mais aussi la France avec Arte, la Belgique et le Luxembourg. Un tournage qui s'est éparpillé sur plusieurs pays, qui a mobilisé des acteurs et des actrices de plusieurs nationalités, qui parlaient dans plusieurs langues. Enfin bref, un projet très ambitieux pour un scénario qui l'est tout autant, un scénario dense sur un sujet très actuel. Mais je ne vais pas vous en dire beaucoup plus puisque nous avons la chance d'avoir avec nous ce soir plusieurs invités que je vais appeler à me rejoindre sur scène. En premier, Lionel Bayer, producteur Bande à part, Philippa de Rotten, productrice à la RTS, et Stéphane Moret, secrétaire général de Cinéforum. Merci Loïc, merci à toutes et tous. Je voulais juste dire quelque chose, effectivement, comme tu l'as dit, Jean-Stéphane est en ce moment en train de faire le journal télévisé, en train de finir le journal télévisé de la radio-télévision suisse, et donc il sera là pour répondre aux questions. Et peut-être avant de faire la liste des remerciements et des salutations à toutes et tous, dire quelque chose par rapport à cette soirée et à la présence d'une œuvre de télévision ici à la Cinémathèque Suisse. Nous avons en Suisse romande un rapport unique avec la télévision nationale. Il n'y a que 2 endroits dans le monde où un rapport a été aussi proche et a façonné l'histoire du cinéma d'un pays en même temps que l'histoire de la télévision. C'est la Grande-Bretagne avec la BBC, qui dans les années 50-60 a permis à toute une génération de jeunes cinéastes d'émerger, de faire des expériences. Stephen Frears, plein de gens qui sont devenus des grands cinéastes de fiction et de documentaire par la suite. Et puis la radio-télévision suisse, je ne dis même pas la SSR, je dis bien la radio-télévision suisse, la TSR, la radio romande, la télévision romande, comme on disait autrefois, à travers le groupe 5 et à travers tous les cinéastes qui se sont formés, qui ont fait des allers-retours entre télévision et cinéma. Et donc, il n'y a jamais eu cette espèce de dichotomie, cette bataille, ces camps retranchés entre télévision et cinéma, comme ça existait en France ou dans d'autres pays. En Suisse romande, ça a toujours été extrêmement présent, un compagnonnage, aussi parce que les gens qui étaient à la tête de la télévision suisse étaient des gens de goût, de culture, qui aimaient le théâtre, la littérature, la musique. C'est encore le cas. Je remercie Philippa de Rotten d'être présent ici ce soir avec nous, qui sont des gens qui pensent à la culture de manière globale et pas uniquement à la diffusion de produits à la télévision. Et donc cette série est un exemple, et je suis particulièrement content que nous soyons ici pour la défendre dans une cinémathèque, pour un auteur de cinéma qui aussi fait des allers-retours depuis longtemps avec la télévision. Tout avait commencé, mais Philippa le dira, par une collection de films qui avait déjà été présentés ici il y a de cela 8 ans ou 9 ans, qui s'appelait Ondes de choc. Mais pour dire quelques mots et pour souhaiter la bienvenue à toutes et tous, j'aurais voulu aussi saluer dans la salle la présence de la conseillère d'État, Madame Nouria Gorité. Je le dis d'autant plus qu'elle a déjà vu la série, puisqu'elle a fait le travail, c'est-à-dire elle est allée sur le site RTS Play. Vous savez que toute la série est déjà disponible, donc elle a déjà vu tous les épisodes. Et quand je lui ai dit, mais vous voulez pas venir manger avec nous, plutôt elle a dit non, je veux le voir sur grand écran. Donc je remercie cette implication politique cinéphile de la part de Madame Nouria Gorité, mais il y a aussi beaucoup de conseillers communaux, et puis la présence, j'ai une liste longue comme le bras, je ne vais pas tous été cités parce qu'il y a beaucoup de députés au Grand Conseil, des conseillères, des conseillers communaux de la ville de Lausanne, et puis aussi surtout la présence, nous avons l'honneur d'avoir parmi nous l'ambassadrice de Suisse en France, Madame Tania Cavassini, et je vous demande de les applaudir parce que cette implication politique est importante pour nous.
Et je remercie sans essayer d'oublier personne, donc la radio-télévision suisse, Cinéforum, la Loterie Romande, Stéphane Moret nous dira quelques mots, le Fonds de production télévisuelle, l'Office fédéral de la culture, Mediadesk, quelque chose d'assez nouveau pour nous, le service de la promotion de l'économie et de l'innovation du canton de Vaud. C'est formidable, nous les remercions beaucoup d'avoir mis de l'argent sur ce projet. C'est une des premières fois que le canton de Vaud implique également son domaine culturel, son domaine économique dans une série de télévision, et pas uniquement les fonds culturels, mais aussi les fonds économiques, pour un retour en fait sur investissement, puisque tout a été tourné, comme vous allez le voir, en grande partie dans le canton de Vaud et un petit peu à Genève, entre Montreux et Lausanne. Ça me permet de remercier aussi le Film Location Riviera, la Fondation Barrière à Montreux, et évidemment la ville de Lausanne, qui nous a prêté aussi des bâtiments et des rues et facilité les tournages ici dans les rues de Lausanne. Mais je donne la parole à Philippa Droton pour qu'il vous dise quelques mots. Après tout ce que tu viens de rappeler, Lionel, je te remercie vraiment sincèrement pour rappeler ce soutien et cette collaboration qu'on a depuis très très longues années, Télévision Suisse romande et le cinéma roman et la Cinémathèque. J'aimerais remercier aussi la Cinémathèque pour cet accueil et cette avant-première et relever au fond que c'est un événement ce soir. En réfléchissant à l'évolution des liens entre le cinéma et la télévision et l'audiovisuel de façon générale, effectivement, on peut remonter presque au groupe 5, évidemment. Ça a toujours existé, ce lien. Et tu le relevais, Cyril, ça fait plusieurs années que vous présentez des séries et que vous faites plus de discrimination entre séries, télé et cinéma. Et au fond, cette discrimination, elle n'existait pas au départ. Elle n'existait pas il y a 50 ans. Donc ce soir, on renoue avec ces liens entre l'audiovisuel. Et je trouvais assez amusant en réfléchissant. Je me dis, il y a cette avance-première ce soir à la Cinémathèque. Jean-Stéphane Bron est au 19h30, donc il va nous rejoindre tout à l'heure. Et il y a l'avant-première, la première de la série en télévision, en linéaire, comme on dit, pour le public fidèle. Et puis pour les impatients, eh ben, c'est sur notre plateforme, la plateforme Play RTS et la plateforme SSR depuis quelques semaines. Et la série était aussi sur la Piazza Grande en avant-première. Donc c'est dire, aujourd'hui, on peut voir cette série sur ce magnifique écran, dans cette magnifique salle qui est la plus grande de Suisse, je crois, on peut le dire, hein, en tout cas historique. Et puis sur votre téléphone portable. Donc on essaye de joindre tous les publics sur tous les écrans. Et le cinéma a un avenir qui est complètement transformé, challengé. Et en fait, comme tu le dis aussi, il a évidemment sa place dans les séries quand il y a un regard de cinéaste. Quand c'est un cinéaste qui s'attaque à ce genre-là, on peut évidemment y trouver une satisfaction ou un plaisir ou de l'art pour toutes les générations. Et c'est ça que j'espère que vous allez découvrir ce soir. Et c'est pas un hasard, donc si on arrive à ce tournant, parce que comme tu disais, Lionel, moi j'aimerais rendre hommage aussi à Bande à part, parce que vous êtes parmi les premiers à avoir senti quand même ce mouvement arriver, et c'était il y a 9 ans, en 2016, bon, vous avez eu l'idée avant, mais c'est en 2016 qu'effectivement, votre première série de fiction, qui n'était pas une série sérielle, comme on dit, puisque chacun d'entre vous, je vais le rappeler, évidemment, il y avait toi, Lionel Bayer, mais évidemment Frédéric Mermoux, Ursula Meyer, Jean-Stéphane, j'en oublie un ? Non, ou une, non, pas deux, vous y êtes, évidemment. Vous avez proposé Onde de choc, qui était une série sur les grands crimes et les grands faits divers qui s'étaient déroulés en Suisse romande. Et mon prédécesseur, Gilles Page, avait trouvé cette idée vraiment très intéressante. Et on avait coproduit avec Arte aussi déjà à l'époque, si je me souviens bien. Et ça a donné naissance à 4 opus, La Vallée, Prénom Mathieu, Sirius et Le Journal de ma tête, qui ont eu un succès formidable, autant sur nos antennes que dans les festivals et sur Arte. Depuis, Frédéric Mermoux a réalisé de nombreuses séries. Lui, il aime beaucoup les séries fictionnelles avec nos collègues français, mais avec nous aussi. Il en prépare une qui sera en Valais cette fois. Tournée l'année prochaine. Voilà, tournée l'année prochaine en Valais. Et puis Jean-Stéphane a réalisé une série documentaire, La rue de l'Halle. Vous vous en souvenez bien sûr, qui a eu un grand succès. Et puis maintenant, il s'est lancé dans cette folie, parce que le scénario au départ, on s'est dit non mais attends, tu vas nous raconter des négociations à Genève il y a 5 ans. C'était il y a 5 ans qu'il a déposé le projet sur je ne sais plus quoi, sur accord entre les Iraniens et les voilà, Américains. Merci, les accords iraniens. C'est qui va s'intéresser à ça? Évidemment, avec Jean-Stéphane et avec vous, on s'est dit il faut partir dans l'aventure. Nous sommes très fiers à la RTS, en tant que service public, de poursuivre ces collaborations, cette curation des cinéastes talentueux de Suisse romande, comme autant des groupes 5. Et c'est à l'ère du digital, à l'ère de la transformation digitale, à l'ère de ces challenges que vous, cinéastes et artistes, vous avez aujourd'hui, qui sont monumentaux, et dans une industrie qui se transforme. Et j'aimerais juste qu'on s'en souvienne, début de l'année prochaine,
mars ou juin, et que vous en parliez bien sûr autour de vous, parce que je suis sûre que vous êtes convaincus lors d'une votation, parce que 200 francs, ça ne suffit pas pour continuer ces collaborations, pour continuer ce soutien à des artistes extrêmement importants en Suisse romande. J'aimerais remercier évidemment tous nos bandes à part pour cette culture du lien, évidemment les films Péléas en France qui sont aussi importants parce que seuls on ne fait pas grand-chose et aujourd'hui l'avenir est à la coproduction, Arte pour leur engagement à notre côté et puis Cinéforum aussi le soutien des cantons et je passe la parole à Stéphane Moret pour dire un mot. Merci. Je repense à quelque chose que Lionel Bayer disait à Locarno il y a quelques semaines, où il disait que le cinéma, au fond, c'est une façon de savoir ce que pense un peuple, une nation, un pays à un moment donné, ce qui était une phrase assez marquante, et ça m'a rappelé quelque chose qu'a dit Jean-Stéphane Bron, justement, il y a quelques années, quand on faisait campagne pour la fameuse Lex Netflix, il disait qu'on a besoin du cinéma pour se raconter nous-mêmes. Et c'est presque à un niveau psychanalytique que la psychanalyse, disons, d'une société qui a besoin de se raconter elle-même. Et je suis très heureux de voir que, notamment avec cette série et avec globalement tout ce qu'ils font, ils sont à la hauteur de ces déclarations et de ces promesses, parce que c'est vraiment une série, une œuvre qui nous raconte la Suisse telle qu'on est dans ce moment d'histoire internationale particulier. C'est une histoire qui ne peut être racontée que par la Suisse, et je dirais même la Suisse romande, pour être plus précis, parce que c'est aussi mon rôle ici de défendre la Suisse romande. Et cette promesse qui est réalisée par Jean-Stéphane et par Lionel, c'est pas juste eux deux, évidemment, ça ne se fait pas à deux une série, mais il y a beaucoup de gens qui ont travaillé dessus, et je pense même pas seulement aux gens qui ont travaillé sur cette série elle-même, mais c'est tous des gens qui sont arrivés à ce niveau de qualité d'œuvre, et c'est ce niveau de ce qu'ils sont prêts à offrir à notre société après des années de travail sur des œuvres qui ont été soutenues, mais c'est aussi un investissement qui a été fait depuis des années par les pouvoirs publics dans la formation des cinéastes. Lionel en sait quelque chose. C'est tout cet investissement-là. En fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que la politique culturelle, c'est pas de la charité. On donne pas de l'argent à la culture parce qu'ils en ont besoin, parce qu'ils sont miséreux, mais c'est une sorte de contrat social qu'on fait. On investit de l'argent collectivement pour qu'on puisse se raconter nous-mêmes. Et puis, ce que je voulais dire, c'est qu'au fond, la branche du cinéma suisse, et romande en particulier, a vraiment été à la hauteur de ce contrat. Elle a délivré jusqu'à présent la qualité qu'on attendait d'elle, et même au-delà. C'est absolument pas anodin qu'on a des films romans qui sont dans les sélections des plus grands festivals du monde, pas de temps en temps, mais chaque année. Encore là, on vient d'apprendre qu'il y a une sélection à Venise. Évidemment, le film de Lionel était à Berlin, on en était très fiers. Et on voit qu'ils sont aussi à la hauteur du challenge de l'audiovisuel qui évolue avec leurs partenaires à la télévision. Et ils ont besoin maintenant que nous soyons collectivement à la hauteur aussi de ce contrat social, qu'on continue à investir dans la culture. Et puis, je vous ai mentionné le SPEI. Alors, bien sûr, il y a d'autres choses qui se mettent en place qui permettent de renforcer l'audiovisuel en Suisse. La qualité à laquelle on arrive maintenant fait que l'économie a aussi un intérêt d'attirer l'audiovisuel en Suisse. Il y a bien sûr la Lex Netflix qui est utile et importante, mais rien ne remplacera le soutien culturel, à la fois qu'on fait via les collectivités publiques et la loterie romande. Je salue d'ailleurs la présidente de la loterie romande qui est ici aussi, et aussi via le service public. Alors, tu as parlé de Jean. Je crois que dans la salle, il y a aussi une comédienne qui est avec nous. Si elle est là, je lui demanderai de nous rejoindre, juste Mariam Ghassan-Nejad, qui joue dans le film. Est-ce que vous êtes là, Mariam? Je ne vous ai pas vu. Oui, venez, qu'on vous applaudisse. Et puis, puisque vous lancez le mouvement, s'il y a des techniciens et techniciennes qui ont travaillé sur le film, merci de nous rejoindre sur le plateau. Jaber, Debzi aussi. Et si, comme je n'ai pas vu la liste des invités, je ne vous ai pas vu, si une ou deux personnes sont là, venez. Voilà, venez nous rejoindre, Jaber, et si jamais d'autres personnes, ça me permettra, le temps que vous veniez sur scène, de vous dire que vous allez assister maintenant à la série de Jean-Stéphane. Comme l'a dit évidemment Philippa Drotton, une des grandes qualités de Jean-Stéphane, c'est de faire des films ou des documentaires sur des sujets qui sont a priori rébarbatifs, auxquels on ne va rien comprendre. Il avait fait un film sur le Palais fédéral il y a de cela 20 ans, et quand il avait pitché le truc, on a dit mais Jean-Stéphane, personne ne va s'intéresser à une commission parlementaire par laquelle d'ailleurs tu ne peux même pas rentrer à Berne parce que tu ne peux pas passer la porte, donc tu vas attendre derrière la porte pendant des heures. Merci Jaber, merci.
Bravo, merci. On peut les applaudir. Merci. Chef d'éco, de casting. Merci beaucoup. Et Jean-Stéphane a cette capacité incroyable de rendre intéressant et captivant des choses qui ne le sont absolument pas. Et surtout, comme cette série le prouve encore une fois, il nous rend tous et toutes intelligents. C'est-à-dire qu'on a l'impression de tout comprendre et vous allez pendant 2 heures tout comprendre à la géopolitique. Vous allez même comprendre comment fonctionnent les Américains. Vous allez même, ça c'est plutôt une gageure, comment les Iraniens fonctionnent, ça on peut le comprendre. On arrive assez, l'Union européenne aussi, la Suisse aussi. Mais la série vous explique même comment un Américain pense dans sa tête les relations extérieures. Vous allez voir, c'est très utile par les temps qui courent. Donc merci Jean-Stéphane Bron d'avoir ce talent-là et il sera là à la fin pour répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup à toutes et tous et bravo et merci de votre participation à la série. Oui, bonsoir. Donc déjà, avant d'entamer cette session questions-réponses, on m'a rappelé qu'une verrée vous était offerte par bande à part à l'issue de cette discussion, donc restez jusqu'au bout, comme ça vous avez vraiment profité de toute la soirée avec nous. Lionel Bayer disait justement en entrée d'introduction que vous aviez le don de rendre intéressant des choses qui ne sont pas forcément sur le papier. Qu'est-ce qui vous a intéressé justement en fait dans ce projet de Deal? Est-ce que c'était l'envie de déconstruire en fait la machinerie de la diplomatie politique après avoir travaillé beaucoup justement sur le fonctionnement, les rouages politiques en Suisse et pas qu'en Suisse d'ailleurs? Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce projet? Bon, c'est toujours difficile de savoir quand on a l'idée, en fait, on sait, c'est comme un peu une morsure de serpent, et on sait qu'on a trouvé un truc qui va vous entraîner pendant que les années pourront passer, et que vous serez toujours attiré par le projet. Donc, je pense que ce qui est au cœur d'une négociation, c'est la parole échangée, et je pense que c'est un peu le fil rouge quand même que je sois dans des voitures d'auto-école, reconstituant un procès à Cleveland ou Maïsim Bundeshaus. C'est quand même l'idée d'un dialogue difficile, mais d'essayer de trouver une sorte de terrain d'entente. Au cœur, il y a la parole, je pense, ou le langage, la parole, les mots. Et quand on a commencé à faire des recherches, parce que tout est inventé, mais tout est très documenté, on s'est aperçu c'était un terrain très très riche d'histoire personnelle, d'histoire d'espionnage sur lesquelles on s'est appuyé. Et puis toutes les dynamiques politiques aussi m'ont intéressé à l'intérieur de chaque délégation. Et puis où il y avait cette confrontation possible, la place des femmes aussi. Bon, tout ça, on l'a découvert petit à petit en faisant des recherches. Vous survolez pas mal de questions que j'avais envie de vous poser. Justement, la place des femmes, c'est un des points forts de la série. Est-ce que c'était justement quelque chose qui était déjà présent au tout début? Est-ce que ça s'est un peu dessiné au fur et à mesure que vous faisiez vos recherches? Ou est-ce que c'était aussi le fruit de la collaboration que vous avez eue avec la co-créatrice Alice Vinocourt, avec qui vous avez travaillé? C'est sans doute un mélange de tout ça, mais en fait, là, c'est vraiment aussi des choses qui sont arrivées des recherches. C'était une négociation qui a été menée par des femmes face à une délégation iranienne qui n'avait pas le droit de les toucher. C'est pas anodin. Et donc, du côté européen, à différents niveaux diplomatiques, il y a eu 3 femmes importantes, une allemande, une italienne et une anglaise. On a retenu que l'anglaise pour des questions de simplification de scénario, mais et puis la diplomate américaine, qui est une diplomate extrêmement brillante et capée. Et voilà, nous on a puisé en fait dans l'intimité des personnages, on a vraiment tout inventé, sauf des petites choses dont on s'est servi pour le romanesque ou pour la fiction, notamment le fait que la diplomate américaine est d'origine juive, et donc on s'est dit là il y a quelque chose d'intéressant. Et puis il y avait un certain nombre de faits aussi qu'on connaissait, des attaques qu'elle avait eues très frontales, de trahison à la communauté, enfin voilà, donc qui l'avait fait beaucoup souffrir. Donc nous on s'est servi de tout ça. Évidemment on n'a pas rencontré les vrais personnages, et on se garde bien de dire qu'il s'agit de personnages réels, puisqu'on en a fait des personnages de fiction, on a changé les noms, etc. Mais chaque fois qu'on trouvait quelque chose d'intéressant, on essayait de dire comment est-ce qu'on peut l'intégrer à la fiction. Et il y a des anecdotes hilarantes qu'on nous a racontées, qui n'ont pas trouvé leur place dans la tonalité de la série, et qui sont restées longtemps à l'écriture, et dont il a fallu se débarrasser. Je vous la fais très courte, mais en gros,
Les Américains arrivent le premier jour des négociations et ils ont beaucoup plus de personnes dans leur délégation, qui est une vieille technique de négociation, d'arriver en force pour montrer, etc. Et donc les Suisses qui étaient là au milieu se disent mais c'est pas possible qu'on ait 14 Américains et 6 Iraniens, il faut qu'on arrive à adoucir cette image. Et donc ils se disent, et ils ont une table carrée, et ils passent une nuit dans tous les départements à Genève pour essayer de trouver une table ovale, pour essayer que... Et je crois même qu'ils ont dû... ils n'avaient pas de table ovale, ils ont dû finalement scier la table pour donner une impression de plus collégiale, ou en tout cas plus balancée dans le rapport de force visuel. Donc bon, ça, pendant longtemps, c'est resté au scénario, et puis on a finalement abandonné ça, parce qu'il voilà, fallait aller plus vite dans le... Donc voilà, nous on s'est comme servi de la réalité plus qu'on a essayé de la servir, quoi. Merci. Je vous propose d'allumer un peu de lumière dans la salle pour qu'on vous voit un peu, et aussi pour voir s'il y a des questions, parce qu'on est surtout là, enfin, Jean-Stéphane Bron est surtout là pour répondre à vos questions. Il y a des micros qui circulent dans la salle, donc levez bien vos mains si vous avez des questions, pour bien recevoir le micro, qu'on vous entende. Ne soyez pas timide. Bon, avant qu'il y ait une question, j'aimerais quand même d'abord remercier le Capitole, parce que pour moi, voir une série, c'est souvent synonyme de canapé, de 4 heures du matin, de grande solitude et d'un sentiment de lassitude de soi-même quand on est au 3e épisode de la 3e saison et le 8e épisode. Donc, de fait de voir ça en commun, c'est quand même pas mal. Donc, merci voilà, que ce soit une projection partagée. C'est assez unique quand même. Si pas de questions, Ah, c'est une question, 2 questions. Levez bien les mains, comme ça on vous voit bien. Merci. Bonsoir à toutes et tous, Pierre Svalen, député. J'aimerais vous dire le plaisir que j'ai eu à regarder la série complète. C'est magnifique, et je reviens vraiment comme Nouria pour la voir sur grand écran. C'est du bonheur. Merci pour cette maîtrise cinématographique qu'on n'a pas toujours en Suisse. C'est vrai qu'on commence à avoir vraiment des grands maîtres et des réalisatrices fantastiques. Mais là, il y a vraiment quelque chose de super abouti. Et c'est vrai, vous nous faites apprécier, comme dans Maïs im Bundeshus, vous nous faites apprécier ces négociations, que ce soit aux commissions fédérales ou dans les hôtels genevois. C'est extraordinaire. Quel est le ressort de tout ça? Parce que c'est une opération de communication, de simplification, et on y sent beaucoup de passion. Merci. Voilà, merci pour votre... D'abord, je ne suis pas tout seul, on est 5 à l'écriture, donc il y a beaucoup plus d'idées dans 5 têtes que dans une seule, en tout cas dans la mienne. Et après, je pense que il y a eu vraiment dans le dernier mois, ou dans les 2 derniers mois, donc ça a duré quand même 7 ans, il y a eu quand même 2 ans vraiment d'essayer de digérer cette matière qui était énorme, de rencontrer des gens, des diplomates, de se nourrir de tout ce qu'on pouvait trouver, de petites phrases même, jusqu'à la dernière minute. Une petite anecdote, mais en cherchant des hôtels, vraiment en repérage, donc tout est écrit, terminé, etc. On se trouve dans un hôtel que je ne peux pas nommer. On était en train de négocier des chambres et de possibilités d'éventuellement tourner, etc. Et le directeur de l'hôtel me dit « Bon, vous savez qu'on a été hacké, mais vous en parlerez surtout pas. » Et moi, je voyais épisode 5, on savait déjà tout. Et donc, jusqu'à la dernière... Et là, il commence à me raconter comment ça s'est passé quand ils l'ont découvert. Donc, je prenais un peu des notes intérieurement. Et jusqu'à la dernière minute, en fait, on a vraiment réécrit pour être un peu à l'os. Et surtout, je me suis vraiment dit, si je vois pas la scène, c'est qu'au fait, elle tombera au montage. Donc vraiment, à un moment donné, pour essayer aussi de budget, de temps, etc., ça s'est compacté dans un truc où j'ai pu le faire, pas je dirais à ma main, mais où je voyais un peu tout. J'avais un peu tout en tête, et je pense que c'est vraiment un truc qui est revenu de façon assez instinctive, de dire en fait, la politique, vous le savez peut-être encore mieux que moi, mais c'est d'abord une affaire de corps, et c'est pas que ce qu'on dit, c'est comment on dit. Et moi, c'est toujours quand même ce qui m'intéressait,
de ce qui se dit entre les lignes, ce que le corps trahit, ce que le regard contredit. Enfin, donc ça, c'est quand même ce que j'ai vraiment peut-être passé des milliers d'heures à regarder des politiciens au travail, et c'était mon travail de le faire. Donc de ne pas être acteur, de ne pas être journaliste, de ne pas être dans cette expérience-là, mais d'être à l'observer. Donc je pense que ça m'a beaucoup servi. Et puis après, il y avait un petit truc que j'avais, ça c'est appris d'un autre film qui s'appelle L'Opéra, qui est construit que dans des regards, en fait, dans des jeux de regards. Et je me suis dit, mais en fait, c'est aussi ça, une négociation, c'est de savoir qui sait quoi, qui dit quoi, qui pense quoi. Et ça, c'était venu aussi d'un diplomate qui nous disait, mais en fait, le matin, c'est très important de savoir comment les gens arrivent, est-ce qu'ils ont bien dormi, etc. Donc jusqu'où on peut pousser la négociation, jusqu'où on peut pousser ses cartes, et puis à quel moment on devra céder. Enfin, donc toutes ces choses-là, je les ai un peu emmagasinées au fil des années, je dirais. Donc je me sentais assez prêt, je ne sais pas comment dire, parce que j'avais collaboré à l'écriture sur cette longue période, et puis on connaissait donc pour faire tous ces hôtels, enfin pour faire cet hôtel-là du imaginaire, il y en a 7, donc il y avait un très long temps de repérage pour se dire comment est-ce qu'on va passer de telle chambre, etc. Enfin, donc il y avait une connaissance assez intime aussi des lieux, des espaces, où je savais que ça allait être une série en mouvement, très, très rapide. Je demandais toujours que ça se joue plus vite, pour qu'on ait ce sentiment d'urgence. Il y avait se faire une autre question. Voilà, juste une petite remarque que je trouve un petit peu bizarre. D'après l'annonce de Mme Cohen lors du démantèlement d'Arak, l'absence de réaction de Madawi et ses proches. Ah, c'est pas une. J'ai pas vu les suivants, je précise. Non, pour moi, ils savent déjà la réponse, en fait, comme le Russe va leur dire, va annoncer la décision qu'il a prise d'être du côté américain. C'est quelque chose que j'ai lu dans la presse récemment, d'ailleurs, enfin, pour vous dire comment c'est documenté aussi. C'est une toute petite chose. Mais en même temps, nous, on avait quand même un document. Donc, il y a quand même un document qui a été signé, c'est le JCPOA, Joint Comprehensive Action. Et donc, nous, c'était un peu comme écrire l'histoire par la fin aussi. C'est-à-dire qu'on avait quand même le résultat de toutes ces négociations avec des contraintes, des choses que la loi encadrait, les sanctions, comment elles allaient être appliquées. Si vous faites ça, on vous fait ça. Donc, on avait le bout de l'histoire. Donc nous, on a pu aussi, un peu comme dans Tchekhov, écrire l'histoire par la fin, c'est-à-dire se dire, bon, bah alors Arak, c'est intéressant, parce que c'est assez simple à comprendre, un site qui doit être démantelé, alors comment ils sont arrivés là? Et on savait que les Russes avaient penché du côté américain, et d'ailleurs, ça reste, ils sont en train de construire une ligne de chemin de fer entre la Russie et l'Iran, et ça reste un vrai sujet, je crois, de savoir qui va payer, parce qu'ils leur gardent toujours un chien de leur chienne en disant « mais vous ne nous avez pas suivis sur Arak ». Et j'ai relu ça récemment dans la presse. Donc, pour vous dire qu'une petite scène comme ça, elle repose aussi sur... moi, on ne sait absolument pas comment ça s'est passé, et sans doute évidemment pas comme ça, mais ça reste plausible par rapport aux faits. Et donc, la réaction, elle est plutôt d'une sorte de... Ils savent déjà, il y a une sorte de déception un peu contenue, quoi. Désolé de ne pas capter aussi, c'était très subtil. Bonsoir, je m'appelle Leili, je suis suissesse d'origine irano-américaine, donc votre thème m'intéresse particulièrement. Je vous félicite de vous être accroché comme ça pendant des années à l'explorer. Je voulais revenir un petit peu sur l'enjeu pour vous d'un tel sujet. Donc, vous parlez de la parole, de la diplomatie qui est au centre de voilà, ce qui vous a drivé dans ce projet. Mais est-ce que vous pouvez parler de pourquoi ce choix si spécifique par rapport au conflit entre les États-Unis et l'Iran? Bon, vraiment très simplement et tout simplement, je dirais,
moi j'étais à la recherche d'une histoire en fait il y a peu de grandes histoires qui sont passées, qui ont à la fois des racines suisses très fortes, Genève, des hôtels entre Genève, Lausanne, etc. Une histoire de la Suisse joue un rôle important parce que depuis 2003, ils étaient impliqués dans un processus qui s'est arrêté avec Ahmadinejad, puis repris après son... Donc un intérêt en fait pour une histoire qui est à la fois très ancrée ici et en même temps qui avait ses racines internationales, enfin c'est ce rhizome international qui permettait à travers des personnages de comprendre des enjeux simples. Hein. On n'est pas dans le, on fait pas une thèse, on n'est pas des experts, mais il y avait un intérêt en tout cas à se dire dans chaque délégation de trouver le conflit aussi. Qu'est-ce qui les oppose à l'intérieur de chaque délégation? Ça, c'est quelque chose qui vient aussi des recherches, d'une vraie discussion qu'il y avait en Iran, y compris dans la société civile, savoir est-ce qu'il faut négocier vraiment avec les Américains, est-ce que c'est le bon moment, qu'est-ce qu'on va perdre aussi là-dedans. Donc un intérêt pour la géopolitique en général, mais de pouvoir tout à coup la réduire dans une sorte de laboratoire humain très très petit, c'est ça, disons, qui nous a vraiment intéressés. Puis chacun, vous savez, des 6 épisodes, je ne sais pas, c'est 3, 4, ça représente 3 longs métrages, on va dire, ou un peu plus. Donc encore une fois, je pense que chacun a amené, dans les 5 auteurs, chacun a amené vraiment sa pierre et ce qui l'intéressait aussi. Donc pour nous, avec Alice Vinocourt, c'était vraiment aussi de garder une sorte de cap, de cap sur la vitesse, sur l'humour, un travail sur les dialogues aussi qui s'est fait jusqu'au bout avec les acteurs. C'est des acteurs qui viennent de mondes et de pratiques aussi très très différentes. La comédienne qui joue la représentante anglaise, c'est quelqu'un qui est vraiment du soap opéra et de la pure comédie populaire en Angleterre et qui a une sorte de science de ce qu'elle peut, enfin, du rythme du texte. Donc avec elle, jusque vraiment des heures, on passait à mettre ce mot plutôt qu'un autre. Elle a fait des recherches sur le personnage qui devait un peu inspirer son personnage, en disant elle vient du nord de l'Angleterre, tu sais, je suis très forte en accent, donc je vais essayer de faire un peu l'accent du nord de l'Angleterre. Elle dirait plutôt ce mot-là que ce mot-là, la vitesse n'est pas bonne, etc. Donc jusqu'au bout, en fait, on essaie de trouver donc ça, si vous parlez de drive, c'était ça aussi, d'essayer de trouver la justesse, en tout cas le plausible. Donc on s'est intéressé aux plaques de voiture. On a eu la police vaudoise qui nous a conseillé sur les déploiements des systèmes de sécurité, comment ça se passe, est-ce qu'il y a des privés avec le public, comment ça marche, est-ce que les Américains ont des voitures avec des plaques de Berne ou américaines, enfin bon, on ne savait rien. Donc tout ça, on a petit à petit, chacun dans son département. Puis on avait quand même une chose très précieuse, c'est que il y a eu Lausanne qui était un temps assez long, il y a eu plusieurs rounds à Lausanne, il y en a eu à Genève, et c'était beaucoup photographié en fait depuis les jardins, ils étaient aux fenêtres, à l'intérieur même, il y avait des photos de presse, des centaines de photos de presse qui nous ont aidés pour les costumes, la coiffure, les postures, les badges, enfin des détails vraiment un peu stupides, mais quand même qui, accumulés, donnent ce sentiment, on va dire, alors que je pense que ceux qui ont vécu ces négociations diraient mais c'est une vaste... ça s'est pas passé comme ça, mais il y a un esprit, on va dire, y compris dans ce qui peut y avoir de conflictuel et de âpre, qui est aussi puisé dans des choses qu'on nous a racontées de première ou en tout cas seconde main. Merci. Sur la dimension romanesque, évidemment, vous avez compris que pas une seule diplomate, il n'y a pas de diplomate suisse qui est tombée amoureuse d'un... Ça, c'est... Mais c'est la dimension aussi politique de l'amour, on va dire, comme disruption, quoi, comme capacité de sortir, justement, parce que vous avez compris que tout le problème d'Alexandra, ça va être entre la neutralité et l'engagement pour cet ingénieur. Est-ce qu'il y aurait encore éventuellement une question dans le public ? Tout le monde se réjouit de voir les 4 épisodes restants sur Play RTS. Peut-être un mot sur le tournage. Vous en avez déjà parlé sur les différents lieux et tout.
La série se déroule à Genève, une Genève un peu fictive, parce qu'on reconnaît un petit peu Lausanne, donc forcément on est un peu chauvin vu qu'on est à Lausanne. Est-ce que vous pourriez un petit peu parler de ce processus-là? Non, mais c'était parce que j'avais pouvoir rester vivre à Lausanne, sinon j'allais être banni. Enfin, je sais pas. Non, mais c'était un peu. Oui, c'est un peu un hôtel imaginaire. Il y a des scènes où elle sort de l'un, elle va dans un autre, elle descend au Luxembourg, elle remonte à Lausanne, elle va frapper une porte à Genève. Bon, c'est pas tellement. C'était plutôt de créer une sorte de monde. Voilà, ce monde un peu feutré, très protégé, et que la violence du monde vienne. Donc voilà, il y a cette voix de journaliste qui est une idée qui est venue assez tard dans le montage, de se servir de cette voix pour faire un petit rappel au début. Et surtout, je pense que c'était un souci de clarté, quoi. Il y a quand même beaucoup de personnages, des enjeux compliqués, etc. Donc vraiment d'être toujours, de jamais perdre le spectateur et de toujours l'amener par différentes possibilités de rester accroché, que ce soit vraiment d'aimer l'un plus que l'autre, d'être toujours un peu qu'est-ce qui va se passer, quoi. Donc les lieux nous ont beaucoup servi pour créer de créer un monde à l'intérieur duquel un peu tout se déroule. Une éventuelle question au sein du public? Sinon, j'avais encore une question sur l'actualité en fait du sujet de la série. Donc, vous avez écrit ça pendant 7 ans, si je ne me trompe pas, ou préparé en tout cas autant de temps l'écriture de la série. À cette époque, les États-Unis ne s'étaient pas encore retirés de l'accord sous Trump. Et aujourd'hui, si je ne me trompe pas, il y a encore des négociations qui sont en cours à Genève à ce sujet. À quel point est-ce que l'actualité a eu un impact ou non sur votre travail d'écriture? Non, il n'y en a pas eu, on s'est même un peu interdit. En fait, nous, on sentait quand même assez tôt que c'était une négociation qui racontait un basculement. Entre-temps, il y a quand même des signaux. Il y avait le Brexit, il y avait la montée d'Orban, il y avait plein de signaux qui disaient que l'idée d'être autour d'une table à Europe, États-Unis, Iran, Chine, Russie, qui était quelque chose qui était révolu, en tout cas qui n'allait pas revenir de sitôt. Et donc, une sorte de conscience, ça on en avait conscience évidemment, mais on s'est interdit d'être plus intelligent que de faire un truc un peu rétrospectif et d'utiliser au fond les connaissances qu'on accumulait, donc la sortie. On s'est dit vraiment ça doit s'arrêter où l'histoire s'est arrêtée, et de simplement, pour ceux qui iront jusqu'à l'épisode 6, rappeler ce qui s'est passé juste après, quoi. Donc ça raconte quand même un basculement quand même. Et ça on en était très, très conscient quand même. Là maintenant on le lit, évidemment, The Deal, on s'est fait un peu spoiler le titre maintenant. Et le fait qu'on était complètement stupéfait, enfin complètement... on n'était pas du tout ni à se réjouir, mais un peu stupéfait de voir... vous verrez dans l'épisode suivant, il y a un bombardement qui se fait dans l'autre sens, Iran vers Israël. De voir ce retournement, là, il y a quelques mois, la guerre des 12 jours, tout ça nous a un peu quand même perturbés, quoi. Mais c'était plus qu'il y avait quand même plein de signes annonciateurs avec ce truc qui était quand même mis en scène de façon très grandiose par Trump. Quand il est sorti de l'accord, il y avait quand même un truc symbolique très fort, quoi, de dire ce sera la fin de... Ça actait quand même un truc de la fin de l'idée du multilatéralisme, du dialogue à plusieurs nations, etc. Merci. S'il n'y a pas une dernière question du public, je vous invite à applaudir une fois de plus Jean-Stéphane pour cette série incroyable. Merci à vous. Puis bonne suite de projection dans la solitude de vos canapés. Vous pouvez changer vos numéros de portable si jamais vous voulez partager, échanger. N'hésitez pas. Hein. Puis les matchs peuvent se faire ce soir. Et puis donc un verre vous attend dans le lobby juste à la sortie. Voilà. Bonne soirée.